Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Balingua Newscast. Making news tonight, the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Moelle Kombi, has chaired the preparatory meeting ahead of June matches against Cape Verde and Angola. While the meeting has brought together Marc Brice, the Belgian tactician, representative of the Cameroon Football Federation, and the MINSEP appointed staff. Find out more about this meeting in tonight's edition of the APM Balingua Newscast. Well, we talk politics. The Cameroon Renaissance Movement intensifies action ahead of the 2025 elections, while officials have stationed at Carrefour Anatole and the Central Market, inviting Cameroonians of voting age to register on the electoral list. This and many more will be yours in tonight's edition of the APM Balingua Newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the APM Balingua Newscast right here on Spectrum Television, while the news opens in the French language with you, Léla Rengarzeux. Good evening. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a présidé ce jour à Yaoundé une réunion préparatoire aux confrontations contre le Cap-Vert et l'Angola. Réunion au cours de laquelle on prépare Marc Brice, le représentant de la Fédération camerounaise de football, ainsi que le staff technique. Recommandation de Narcisse Moelle Kombi à la FECAFOOT, prendre toutes les dispositions pour que le staff et les Lions se préparent dans de meilleures conditions. Olivier Bouziqueux était présent. Au lendemain de l'incident de Tinga, Samuel Eto'o s'est fait représenter à la réunion préparatoire convoquée par le ministre des Sports. C'est le professeur Nkumvondo, membre du comité exécutif, qui parle au nom de l'instance. La Fédération camerounaise de football a été invitée dans le cadre de cette réunion de préparation et en fédération citoyenne, la Fédération camerounaise de football s'est présentée au ministère en charge des sports pour la préparation de ce match. Nous avons participé au débat et nous espérons que les Lions vont nous fournir un très bon match et que la victoire sera du côté du football camerounais. La réunion dure une quarantaine de minutes. Selon le point du ministre, les échanges se sont déroulés dans la sérénité en présence de Marc Brice et le staff nommé par le MINSEP. L'enjeu est d'apaiser les parties. Il s'agira de faire en sorte que la dynamique mise en place dans le cadre de cette réunion, une dynamique d'apaisement, une dynamique de promotion de l'harmonie, de la sérénité, de la cohésion, de l'union sacrée, du rassemblement, de la discipline, de l'ordre, que cette dynamique soit prorogée, soit consolidée. Pour les deux matchs, quelques recommandations ont été faites afin d'assurer le succès des deux rencontres sur tous les plans. Il nous est signalé qu'un joueur sera indisponible, je crois que c'est le terme, en raison d'une blessure. Jean-Charles, c'est ça? Jean-Charles Castelletto. Quelques problèmes administratifs que la Fédération camerounaise de football a évoqués, mais qui sont en passe d'être résolus, notamment concernant la prorogation du délai de validité de passeport de 4 de nos joueurs. En dehors de ça, l'ensemble des effectifs présélectionnés par l'entraîneur Marc Brice, l'ensemble est disponible et est à la disposition pour le regroupement qui devrait commencer le 2, qui devra commencer le 2 juin en des lieux et en un site d'hébergement qui a été retenu et validé par la très haute hiérarchie afin que les Lions indomptables soient dans les meilleures conditions de préparation, les meilleures conditions physiques et physiologiques, mais aussi psychologiques, les meilleures conditions de sécurité et de récupération physique. Quel staff technique sera sur le banc?
la FECAFOOT est indécise. L'annoncer, une chose est vraie, c'est que ce jour-là, au banc de touche des Lions indomptables du Cameroun, il y aura un coach. Cette réunion se tient à la veille de la publication de la liste des joueurs sélectionnés par le coach intérimaire Martin Tungu-Pilé, nommé par Samuel Eto'o mardi dernier. Tinke Gimgo Narcisse, cadre au ministère des Sports et de l'Éducation physique, précédemment à l'INJS, entendez l'Institut national de la jeunesse et des sports, a été affecté ce 29 mai à Mouloundou, commune du Cameroun située dans la région de l'Est, à la frontière avec la République du Congo, la République centrafricaine et le Gabon. L'affectation signée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moïle Kambi, intervient après la nomination hier par la Fédération camerounaise de football du sieur Tinke comme préparateur physique par intérim des Lions indomptables. Sa nomination est contenue dans le communiqué final de la session du comité d'urgence de la FECAFOOT du 28 mai 2024. FECAFOOT MINSEP, au-delà des bureaux et des communiqués, la bataille se joue également sur les réseaux sociaux. Chacun y va selon sa sensibilité et bien sûr selon son camp. Mais une chose est certaine, les Camerounais s'expriment. Une certaine routine demande de lire les journaux en prenant son café le matin. Ce mercredi 29 mai 2024, le mot « une » a pris tout son sens. Au moins 6 parutions avaient en vitrine ce qui s'appelle désormais l'affaire FECAFOOT MINSEP. S'agissant justement de celle-ci, passé l'étape du terrain, l'altercation se poursuit sur les réseaux sociaux. Il est important d'avoir le début de l'histoire pour comprendre la suite des événements. Il est bon de rappeler qu'il n'est pas toujours question de politesse, logique ou courtoisie dans les différents posts. Chacun y va de sa sensibilité ou de son affinité envers l'un ou l'autre protagoniste. Alors, précédemment au Cameroun, il y a eu un vif échange verbal entre le conseiller technique numéro 1 du MINSEP et le président de la Fédération camerounaise de football, le président de la Fédération camerounaise de football et le nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Le décor planté va pour les réactions. Si le premier Africain a forcé l'entrée d'une réunion où il n'était pas convié et découvert, les leçons d'administration sont là. Finalement, qui est le patron? La question peine à trouver solution, mais une chose est sûre, tout est parti des hautes instructions. Où sont-elles? S'interroge un internaute. La réponse est toute trouvée. Le président de la République. En attendant sa sortie, il faut tenir bon. Le travail au pays n'est pas facile. L'on peut comprendre l'interrogation du journaliste algérien. Selon lui, toutes ces humiliations auraient poussé à la démission le Belge. Est-ce qu'on démissionne de la nourriture facile comme ça? Aurait à une certaine époque dit le célèbre humoriste Devke Moktoy. Au technicien belge, qui jusqu'ici était resté calme, il est reproché sa sortie jugée irrespectueuse envers une icône du football mondial. Ceci lui vaut des détracteurs supplémentaires, même parmi ceux qui ont critiqué par le passé la gestion de la FECAFOOT. Et c'est sans tendresse aucune que certains pensent l'avoir aperçu en France. Faudrait savoir s'il a eu de l'argent pour son transport. C'est une distraction supplémentaire alors qu'il faut rester focus 2025. Pour certains artistes, il est question ici de respect et ils le témoignent bien. Ce soutien est-il ressenti chez les footballeurs eux-mêmes? Réponse du berger à la bergère en photo, parabole et mieux, une plus grande mobilisation. Alors que le ministre des Sports a convoqué le sélectionneur reviré et son staff, de même que la Fédération camerounaise de football ce 29 mai, une conférence de presse aura lieu le lendemain, c'est-à-dire le 30 mai, cette fois organisée par la Fédération, pour présenter les joueurs sélectionnés pour les prochaines échéances internationales. Si certains s'interrogent sur l'issue, il y en a qui entrevoient dans la saison 2 l'arrivée du 12e joueur qui peut s'avérer tumultueuse. En tout cas, celui qui n'a aucun problème en ce moment, c'est bien lui. Et puis loin de ce bras de fer entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football, disons-le, le nouveau directeur général de la KHPC, entendez la Kikot Bebo Hydro Power Company, a été installé hier à Yaoundé. C'était à la suite d'un conseil d'administration présidé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Et dans le reportage qui va suivre, Olivier Bouzique revient sur l'émission du nouveau directeur. Avec sa production de 500 MW, le barrage de Kikot Mbédé
établi sur le fleuve Sanaga, sera le barrage le plus puissant de la sous-région. Pour le développement, la construction et l'exploitation de l'ouvrage, le gouvernement et le groupe Électricité de France ont confié la charge à Kikot Mbede Hydro Power Company KHPC. Christophe Avognon, le nouveau directeur de la structure, a été nommé au cours d'un conseil d'administration, sa feuille de route définie. Je vous recommande de tout mettre en œuvre afin que le calendrier du projet soit respecté, à savoir le closing financier en 2025 et la livraison de l'ouvrage en 2030, afin d'éviter, comme je l'ai dit, un déséquilibre entre l'offre et la demande à cet horizon. Pour ce faire, il conviendrait d'entrevoir la possibilité de mettre en place un cadre organisationnel pour la réalisation anticipée de certains travaux afin de faire gagner au moins une année sur la date de mise en service. En outre, compte tenu de la situation de l'équilibre financier du secteur de l'électricité, je vous engage, sous la supervision du conseil d'administration, à œuvrer pour que le projet d'aménagement hydroélectrique de Kikot puisse avoir un tarif d'électricité soutenable pour les industries et les ménages, sans pour autant présenter un déséquilibre budgétaire pour l'État. L'infrastructure s'établira sur les régions du centre et littoral. 10 villages sont concernés. Des centaines de personnes devront être réinstallées physiquement ou économiquement. Le projet devra promouvoir le développement local en maîtrisant les impacts sur la biodiversité. Autant de défis que Christophe Avognon et son équipe se sont engagés à relever. Dans ce projet, les ouvrages principaux, qu'est-ce que ce sera? Ce sera avant tout un barrage, ce sera une usine de 500 MW dont je vous ai parlé, ce sera des évacuateurs de crues, et puis ce sera tout ce qui est aménagement autour du barrage qui permettent effectivement d'accéder à ce barrage, puisque c'est un barrage qui va, lorsqu'il sera mis en service, il va créer une retenue d'un peu plus de 20 km², et donc il y a certaines routes, certains aménagements du territoire qu'il va falloir évoluer. Donc ma mission, quelle est-elle? Ma mission, c'est effectivement de développer ce projet, de piloter cette société, KHPC, de l'organiser, de faire évoluer ses modes de fonctionnement, d'avoir des relations avec l'ensemble des parties prenantes du projet qui soient les meilleures possibles et bien évidemment de répondre à l'objectif du gouvernement. Le début des travaux est prévu en 2026. In line with the Cameroon Renaissance Movement Party's president's call for Cameroonians within the voting age group to register on the electoral list, while some militants of this party have deployed themselves alongside ELECAM officials at Carrefour Anatole and the Douala Central Market in the Douala II municipality to call on Cameroonians to register on the electoral list. While Crystal Asek Swele went down to the field and files in this report. The affluence witnessed at the ELECAM registration post this morning demonstrates the level of interest the population has in the upcoming elections, in line with the Cameroon Renaissance Movement Party's national president's call for Cameroonians within voting age to massively register and participate in the upcoming presidential elections in 2025. Some militants of his party have deployed themselves at the Carrefour Anatole roundabout in the Douala II municipality at the Central Market this morning, inviting the population to register and take part in the 2025 presidential elections. This alongside ELECAM officials of the Douala II municipality. Nous déployons régulièrement sur le terrain pour accompagner ELECAM et leur permettre de faciliter les inscriptions des citoyens sur la liste électorale. Et aujourd'hui, nous sommes au Carrefour Anatole, qui est la lisière entre Douala 2e et Douala 1er, pour permettre aux commerçants du marché central, ceux-là qui n'ont pas le temps en semaine de s'inscrire, pour leur faciliter les inscriptions sur les listes électorales. Donc c'est dans ce sens que nous sommes ici aujourd'hui. This
exercise, which kicked off this morning at about 9 a.m., has witnessed a great turnout of the population. This goes a long way to demonstrate their interest of being among those eligible to vote during the upcoming presidential elections. Ça ne peut l'autre cas d'identité que je détiens là peut témoigner de l'affluence qu'il y a. Il y a 7 personnes qui sont déjà inscrites depuis 9 heures que nous sommes là. Et nous comptons boucler les opérations d'ici peut-être 16 heures. Selon l'entente que nous avions avec l'antenne Elecam de Douala deuxième. Elecam's strategy of bringing the registration process in close proximity to the population has motivated many busy Cameroonians who could not find time to displace themselves, seize this opportunity and get their names entered into the Elecam voters registry. Les vacances scolaires sont là. Nouvelle équation pour les parents: occuper les petits pendant les 3 mois à venir. Aurélien Donquin et Landriosa ont rencontré quelques parents ce matin dans les rues de la capitale économique du Cameroun. Je vous propose de suivre ce reportage. Ils sont unanimes sur un fait: il faut les occuper. Comment? Ici, chacun a sa stratégie. De repos pour les parents, de par les charges fixes qu'ils ont régulièrement, mais c'est aussi le temps de préparer la nouvelle rentrée scolaire. Et pour cela, il faut chercher des stages, des vacances pour occuper les enfants si c'est possible. Il y a soit aussi la possibilité de les envoyer chez grand-mère au village, pour aider grand-mère à faire des petits travaux au niveau du village. La meilleure manière d'occuper les enfants pendant les vacances, c'est de les envoyer faire les cours de vacances. Non seulement faire les cours de vacances, il y a des petits centres de formation. On peut les occuper en les amenant à faire pour les éviter de vadrouiller. C'est ce qu'il y a lieu de faire pour eux. Et ce sera bénéfique pour nous les parents, non seulement pour nous, mais pour les enfants aussi. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, il ne faut pas qu'on laisse les enfants voltiger. Canaliser, oui, mais surtout éviter toute activité pouvant exposer les enfants aux dangers de la société. Parce qu'en fait, même faire les cours de vacances, ce n'est pas seulement étudier. Non, ce n'est pas seulement aller à l'école. Il y a des choses qu'on peut faire pendant les vacances. Parce qu'il y a des enfants qui partent pendant les vacances, on les envoie dans des petits centres, s'amuser et tout et tout. On y pense bien, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des défauts de moyens. Mais la meilleure manière, c'est de les occuper. C'est ça. L'essentiel, c'est de les occuper. On ne peut pas faire autre chose que de les occuper. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, les enfants font du n'importe quoi. À leur âge, il faudrait qu'on voie comment on va un peu les canaliser. S'ils sont tout petits, ils vont rester à domicile. Les commerces, pour moi, c'est interdit. Quand ils sont tout petits, ils restent à la maison avec leur maman. Les encadrent dans ce sens. Éviter qu'ils pavanent partout au quartier. C'est vrai que ce n'est pas aisé, mais on fait les efforts dans ce sens. Et non de les mettre dans des commerces où ils sont exposés. Pour certains, c'est une routine déjà bien établie. Je sors mes enfants, on marche, on va dans les lieux publics, là où ils peuvent s'amuser. Mais quand ils sont à la maison, ils sont toujours dans le cadre d'une certaine discipline qui les rappelle que certes, l'école pour cette année est finie, mais l'école n'est pas encore finie pour eux. L'année scolaire tire à sa fin. Tout en préparant la prochaine rentrée, les parents ont un autre challenge, celui de trouver des activités ludiques pour leur progéniture. Well, bashment, also known as overloading, is a popular phenomenon practiced in Cameroon, most especially in Douala. Well, this is a case where a commercial bike rider decides to carry 2 or more passengers so as to make up for the cost of one journey. Katran Kone picked an interest in these phenomenon and decided to go into the street of Douala to find out the reason for this and the consequences it has on some of those passengers. Let's listen to her report. If there is one practice that has become a norm among bike riders in the city of Douala, it's overloading. It is common to see 1, 2, 3 or more passengers on one bike. I have to buy share because the price that the people always pay is not enough for you to carry one man and take it to their destination. So you need to add another person so that I can make up the money for the length of distance, for the distance covered. Tant it is strong, money no day. La você customer pay small money, second customer pay small. Você may go live and pay let go. Engulfing of passengers, I say, is based on the person's physique. Don't just carry people because we see people. You cannot just see anybody and you carry and want to carry. No, we try to look at customers before we bash them. That part of bashman, say no even fine for bashman. 2 persons where they don't know themselves.
While this passenger is comfortable with the growing phenomenon, this lady on her part says she pays double. I like to pay my complete fee from mostly where I'm going to. Yes, as for now I'm going to Marché Congo Mbopi. I've paid my seat. But I don't have a choice because Douala is so populated. So if you want to, and then together there's no money. If you want to buy a loan, obviously you must pay high. There are no vehicle now. That's why we are entering this bike. We have just entered because we are seeing how the place is choked up and rain is falling. So we have to bash and go quickly where we are going because there's... However, the situation has been blamed on the current price inflation in the country. Ajoutons qu'à côté du sieur Tink Gimgo, Narcisse, cadre au ministère des Sports et de l'Éducation physique, nommé hier par la Fédération camerounaise de football comme préparateur physique par intérim des Lions, et affecté ce jour à Mundo par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Moïle Kombi, Pago David a également subi le même sort, nommé hier par la Fédération camerounaise de football. Il a été affecté aujourd'hui à Salam-Poubé par le ministre Moïle Kombi. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement. Thérèse Kiakwamba Wagner arrive aux affaires étrangères, Jacquemain Chabani à l'intérieur et Doudou Fouamba Likunde aux finances. Jean-Pierre Bemba passe de la défense au transport. Ces nominations étaient attendues avec impatience alors que l'Est du pays est confronté à une grave crise sécuritaire. Élections législatives en Afrique du Sud, 27 600 000 électeurs doivent choisir 400 députés qui éliront le prochain président. Après avoir voté à Soweto, le président Cyril Ramaphosa a assuré qu'il n'avait aucun doute sur une victoire de l'ANC. Le nouveau chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu demain jeudi au Mali, puis au Burkina Faso pour un renforcement de leurs liens historiques d'amitié, de solidarité et de coopération multiforme, a déclaré la présidence sénégalaise. Le président français Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour un déjeuner de travail. Le dirigeant mauritanien doit affronter 6 autres candidats lors de l'élection du 29 juin. Contrairement à d'autres États du Sahel, la Mauritanie n'a pas connu d'attaque djihadiste depuis 2011. Still out of the country, investigators using satellite imagery to document the war in Western Sudan's Darfur region say 72 villages were burnt down in April, the most they have seen since the conflict began. Well, the Voice of America brings us information about how these so-called open source investigators could be crucial in holding those responsible for the violence in South Sudan's region, Darfur. Well, let's go listen to this report. In London, open source investigators use publicly available information, often from the internet, to find evidence of villages being burned thousands of kilometres away in the war-torn Darfur region of Sudan. Ben Strick is the Director of Investigations for the Centre for Information Resilience, a non-profit that documents the conflict through a project called Sudan Witness. Sudan Witness says that 72 settlements were burned down in April 2024, the most it has seen in any month since the war began in April 2023. We're often seeing some villages that might have been standing one day or 1 month, and the next day they're not there anymore. They've been burned down and there's clear markings to identify that. Sometimes we even catch them on fire as well. At some points we're even lucky enough to see footage, and often that footage is filmed by the perpetrators themselves who are in the village cheering as they burn down these villages and often kill people at the same time. Strick says the team has been able to identify some of the commanders who ordered the burning of settlements from these videos. It's all but impossible to verify the attacks documented by Sudan Witness on the ground, due to security concerns and warring factions' restrictions on media and human rights monitors entering Sudan. Human rights lawyers say that regardless of the difficulties in getting first-hand testimony, the international community needs to do more to stop the violence perpetrated against Sudanese civilians, even as the wars in Gaza and Ukraine dominate the headlines. The amount of outrage
rightful outrage elsewhere in the world can also be directed at Sudan, and the appropriate resources directed to protect and end the violence. Strick says open source investigators will play a crucial role in holding the perpetrators of violence against civilians to account in the future. He says that open source investigation is also important in disproving propaganda. There are certain elements claiming that they are condoning or that they stand against human rights abuses. However, some of the information that we're digging out shows contrary. And this is really useful because we're able to show the evidence, not just tell it. And that's really important in a space of propaganda and disinformation. Non-profits have blamed the paramilitary Rapid Support Forces and associated ethnic Arab militias for carrying out ethnic cleansing and attacks, including the burning of villages, against non-Arab communities in Darfur. And Wilkins, VOA News. It's with that report that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Henganze. Bonsoir à vous, la donnée Tondis. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir.